Merci d'avoir répondu à l'appel de Carrefour de la Renaissance. Merci, je recommence. On remercie une deuxième fois de votre présence ce soir pour ce débat. Avant d'oublier, nous terminons toujours nos débats par un petit apéritif amical pour lequel nous vous demandons une modeste participation aux frais de 5 €. Cette parenthèse étant refermée, je vous remercie et je... Vas-y, assieds-toi. Vous vous doutez de l'importance de cette conférence ce soir, de ce débat, compte tenu de l'actualité. C'est pas la peine que je vous fasse un dessin. Il y en a d'ailleurs quelques-uns ici. L'actualité est de plus en plus catastrophique du côté de la Palestine, et plus particulièrement de Gaza. Et donc, ça s'imposait que sur la Ciotat, nous puissions faire une réunion et débattre, et d'appeler en témoignage un responsable de l'Union juive française pour la paix, JFP, inlassable défenseur de la paix, inlassable bagarreur de la paix et grand connaisseur de la bande de Gaza. Il se présentera et présentera l'association mieux que moi. Je le remercie, Pierre Stamboul, d'être parmi nous aujourd'hui, et je lui passe tout de suite la parole. Le plus important, c'est ce qu'il va vous dire. Bonsoir à toutes et à tous, et vraiment merci pour l'invitation. Je vais dire quelques mots de l'UJFP. Donc l'Union juive française pour la paix, nous existons depuis 30 ans maintenant, 1994. Au début sur la position pas de crime en notre nom, mais les faits sont têtus. Ce qui se passe là-bas a pour nom crime de guerre, crime contre l'humanité, apartheid, suprémacisme, génocide, racisme, militarisme. Et donc c'est en tant que juifs que nous nous sommes engagés aux côtés du peuple palestinien. Nous faisons partie, nous sommes la branche juive, si j'ose dire, du mouvement de solidarité avec les droits du peuple palestinien. Nous faisons partie de BDS, Boycott des investissements sanctions. Donc nous prenons le boycott et les sanctions contre Israël jusqu'à ce que ce pays respecte le droit international, c'est pas demain la veille. Nous sommes une association juive résolument antisioniste. Pour nous, le sionisme, c'est un crime contre les Palestiniens, mais c'est aussi pour nous une injure à notre mémoire, à notre histoire, à notre identité. Et en ce moment, Israël ne massacre pas seulement les Palestiniens, ils détruisent aussi le droit international, et ils détruisent la mémoire du judaïsme, la mémoire du génocide nazi, la mémoire de l'antisémitisme. Donc aussi, dans notre engagement, nous nous défendons. Nous sommes aussi une association antiraciste. Nous ne faisons pas de l'antisémitisme, qui est très souvent notre histoire intime, un racisme à part. Il l'a été au moment de l'extermination nazie, il ne l'est plus. Et nous luttons contre le racisme sous toutes ses formes. Racisme contre les Noirs, contre les Arabes, contre les Roms, contre les musulmans, contre les Juifs. Moi-même, personnellement, je suis prof de maths à la retraite. J'ai été 2 fois à Gaza en 2013 et en 2016. Donc à la fin de mon intervention, je parlerai de ce que j'ai vu à Gaza. Et je viens d'une famille juive athée, venue d'Europe de l'Est, d'un pays qui n'existe plus, qui s'appelle la Bessarabie, qui est partagé aujourd'hui entre Moldavie et Ukraine. Mes parents étaient dans la MOI, la main-d'œuvre immigrée, donc ici vous savez ce que c'est. Ma mère, agent de liaison, a été la seule survivante d'une famille restée en Europe de l'Est et qui a totalement disparu. Et mon père a probablement été le seul des 67 membres du groupe Manouchian arrêté en novembre 1943 à être revenu. Il a été déporté à Buchenwald, mais il est revenu. Donc, quelque part aussi, ce sera un peu à la fin de mon intervention, l'instrumentalisation de l'antisémitisme et du génocide nazi par des gens dont les idées sont infiniment plus proches de celles des nazis qui ont réalisé le génocide que de celles des victimes, c'est quelque chose, bien sûr, qui nous touche énormément. Je vais commencer par essayer de vous enlever un certain nombre d'idées fausses qui circulent. Je vais en prendre
une petite dizaine, parce qu'on ne peut pas comprendre comment on en est arrivé là si on n'a pas cette idée-là qu'il y a plein de choses fausses qui circulent. Par exemple, y avait-il une légitimité à ce que les Juifs s'installent en Palestine à partir du congrès de Bâle de 1897? Derrière cette idée-là, il y a l'idée que les Juifs auraient été en exil pendant 2000 ans et qu'ils rentrent chez eux. Idée totalement fausse que plus aucun historien ou archéologue ne pourrait avoir. D'abord, la Bible n'est pas un livre d'histoire, et ce que la Bible raconte n'a pas forcément eu lieu. Donc, Abraham et Moïse, il n'y a pas eu. Il n'y a eu ni arrivée des Hébreux depuis la Mésopotamie, ni entrée ni sortie d'Égypte, alors que toutes les fêtes juives sont essentiellement liées à l'épisode égyptien. Ça, c'est pas grave, mais ce qui est plus important, c'est qu'il n'y a pas eu la conquête sanglante de Canaan par Josué, qui est devenu le livre de chevet des colons. Ils arrivent dans tous les villages palestiniens en disant c'est chez nous, et ils exhibent un passage du livre de Canaan. Les Hébreux étaient un peuple autochtone, ils ne se sont pas conquis eux-mêmes, donc il n'y a pas eu les trompettes de Jéricho, il n'y a pas eu tout cet épisode-là. Il n'y a pas eu non plus le royaume unifié de Salomon et David. Quand j'étais en 6e, il fallait dessiner le temple de Salomon, mais à l'époque de Salomon, Jérusalem était un petit village de quelques centaines d'habitants, donc la reine de Saba, le grand temple, tout ça, il n'y a pas eu. Ce que l'histoire de l'Antiquité dit, c'est que cette terre a toujours été une terre de mélange, et que probablement à quelques kilomètres d'écart, on ne parlait pas la même langue et on n'avait pas les mêmes dieux. Et justement, le sionisme aujourd'hui voudrait effacer cette idée que la Palestine a été une terre de mélange. L'épisode le plus important, 70 après Jésus-Christ, la prise de Jérusalem par Titus, les sionistes, mais avant eux les chrétiens sionistes, dont je parlerai tout à l'heure, disent que des millions de Juifs se sont répandus partout en Méditerranée et en Orient, que nous serions leurs descendants, et que après 2000 ans d'exil, grâce au sionisme, nous rentrons chez nous. Ben non. Vous voyez que avec mes cheveux blancs, je n'ai pas le type proche-oriental. Donc les Juifs sont très majoritairement descendants de convertis de différentes époques, de différentes régions. Et les descendants des Juliens de l'Antiquité, ce sont les Palestiniens qui le savent. Ils ont été pendant plusieurs siècles les gardiens des trois religions monothéistes. Ils ont été tour à tour juifs, chrétiens, musulmans. Et pendant très longtemps, les trois, puisque en gros, pendant plus d'un millénaire en Palestine, il y a 80% de musulmans sunnites, un peu plus de 10% de chrétiens, 5% de juifs. Et ces trois religions cohabitaient, en témoigne parce qu'ils gardaient les lieux saints ensemble. Léla Shahid raconte comment son grand-père était maire de Jérusalem à la fin de l'Empire ottoman et comment les trois religions cohabitaient. Donc la première idée qu'il y aurait eu exil des Juifs et retour, c'est une idée fausse. La deuxième idée, c'est y a-t-il un peuple juif? Peuple juif, c'est une notion religieuse, mais ce n'est pas une notion ethnique. C'est-à-dire que si on entend par peuple une unité de territoire, de langue, de coutume, non, il n'y a pas de peuple juif, il y a des peuples juifs. Il y avait un peuple séfarade, des descendants des juifs chassés d'Espagne au XIVe et XVe siècle, un peuple judéo-arabe au Maghreb, un peuple judéo-yéménite qui était des Arabes, de langue arabe et de culture arabe, un peuple yiddish dont je suis issu, donc toute cette communauté qui a vécu entre mer Baltique et mer Noire, mais tout ça, ça ne forme pas un seul peuple. Et dire que j'appartiens au même peuple qu'un juif yéménite, c'est une construction historique et ça n'a pas lieu d'être. Donc la notion de peuple juif est une notion qui est fausse. Troisième idée, est-ce que le sionisme qui va se créer à la fin du XIXe siècle lutte contre l'antisémitisme est une réponse à l'antisémitisme? C'est une réponse à l'antisémitisme et c'est une réponse minoritaire et c'est la pire de toutes. Alors quand je dis c'est une réponse minoritaire, à la fin du XIXe siècle, il faut comprendre les Juifs d'Europe, dans quelle situation ils se trouvent. D'abord, 60% des Juifs du monde entier vivent dans un seul pays, qui est l'Empire russe. Ce ne sont pas des banquiers ou des usuriers,
ce sont principalement des prolétaires et des colporteurs, des ouvriers, des artisans, des commerçants. Et on ne comprend pas la révolution russe si on ne sait pas que dans l'Empire russe, 5% de la population étaient des juifs, donc des prolétaires lettrés, parce que c'était le peuple du livre, et qui vont jouer un grand rôle dans le mouvement révolutionnaire. Les juifs religieux ne seront pas sionistes, et ils seront pas sionistes pour des raisons religieuses, parce que dans la religion juive telle qu'elle a été majoritaire jusque dans les années 60, c'est une religion non territorialiste, c'est une religion messianique. On attend le Messie qui a le bon goût de ne jamais arriver, et en attendant, le peuple juif est en galoute, en exil, il est puni par Dieu, et donc il était interdit de retourner sur cette terre avant l'arrivée du Messie. La langue hébraïque, qui était la langue antique, pas celle d'aujourd'hui, était totalement interdite à usage profane, c'était une langue réservée à l'usage religieux. Les juifs avaient leur langue, le ladino pour les juifs séfarades, le yiddish pour les juifs d'Europe centrale et d'Europe orientale, et le judéo-arabe pour ceux du Maghreb. Dans la religion juive traditionnelle, l'an prochain à Jérusalem, ça veut dire mes pensées vont vers Jérusalem, ça ne veut pas dire je vais à Jérusalem et j'expulse les autochtones. Je fais un État. Le peuple élu, c'est celui qui a le plus de devoirs et pas celui qui a le plus de droits. Et donc les religieux seront très majoritairement contre le sionisme. Quand Theodor Herzl veut faire son congrès fondateur à Munich, il y a une pétition quasiment unanime de tous les rabbins allemands contre la folie sioniste. Il y a également à cette époque en Europe occidentale, en Angleterre, en France, il y a le début de l'assimilation et de l'émancipation, c'est-à-dire que petit à petit, les Juifs obtiennent les droits sociaux dont ils avaient été privés par l'anti-judaïsme chrétien. Et les Juifs occidentaux, ils n'aspirent qu'à une seule chose, c'est achever l'émancipation, c'est-à-dire jouir de la totalité de la citoyenneté. Et donc un mouvement qui leur propose de quitter l'Europe et d'en faire des étrangers qu'ils deviennent des étrangers dans leur propre pays, ça ne les intéresse pas, ils ne seront pas sionistes. Et puis en Europe de l'Est, il y a une grande masse de Juifs qui vont abandonner la religion parce que les rabbins prenaient la soumission et le tsar avait fait des pogroms, les massacres, une politique systématique pour essayer d'empêcher la montée du mouvement révolutionnaire. Et donc face au pogrom, les rabbins disent puisque le peuple juif est puni, il ne doit pas se révolter. Et donc de nombreux juifs vont abandonner la religion et adhérer à toutes sortes de partis progressistes ou révolutionnaires. On trouvera des juifs chez les bolcheviks, chez les mencheviks, chez les socialistes révolutionnaires, chez les anarchistes. Et il y aura même un parti révolutionnaire juif, le Bund, qui sera farouchement antisioniste et qui propose comme solution à la persécution l'autonomie culturelle, c'est-à-dire la totalité des droits politiques et culturels sur place sans État. Une notion qui me semble extrêmement d'actualité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Europe, avec notamment les migrants et les sans-papiers. Donc, les sionistes ne vont pas lutter contre l'antisémitisme, ils vont s'appuyer sur les antisémites avec la même convergence d'idées. Sionistes et antisémites pensent que les juifs doivent quitter l'Europe et qu'ils ne peuvent pas vivre avec les autres. Autrement dit, le sionisme au départ, c'est une théorie de la séparation. Comme aujourd'hui en France, la question du vivre ensemble est une question centrale, ayez bien dans la tête que dès le début, le sionisme s'oppose à la notion de vivre ensemble. Il dit que c'est quelque chose qui est rigoureusement impossible. Theodor Herzl ira voir tous les dirigeants antisémites européens pour les convaincre de son projet. Drummond, qui était le chef des anti-Dreyfusards au moment de l'affaire Dreyfus, avait lu le livre d'Herzl, L'État des Juifs. Il écrira dans son torchon antisémite « Ce monsieur fait notre bonheur en faisant le sien ». L'empereur d'Allemagne, Guillaume II, griffonnera son ministre de l'Intérieur quand il apprend qu'il doit y avoir un congrès sioniste, ne mettez aucun obstacle à quelqu'un qui veut nous débarrasser des Juifs. Et Herzl ira voir Plehve, le ministre du Tsar, celui qui avait organisé tous les pogroms. Mes deux grands-mères, paternelle et maternelle, sont des survivantes du pogrom de Kishinev, qui est le plus emblématique en 1903 des pogroms de cette époque. Et Herzl et Plehve tombent d'accord sur le fait que les Juifs doivent quitter la Russie,
Plévé ira intercéder auprès du sultan ottoman pour favoriser l'entreprise sioniste. Donc, bien dans la tête, le sionisme ne lutte pas contre l'antisémitisme, il s'appuie sur les antisémites dans un but commun, que les Juifs quittent l'Europe. Donc le couple, c'est pas, excusez-moi Monsieur Macron, vous avez dit énormément de bêtises, le couple ce n'est pas antisionisme, antisémitisme, c'est sionisme et antisémitisme, ces deux-là sont d'accord sur l'essentiel. Une autre idée que vous devez avoir, c'est le rôle des chrétiens sionistes. Parmi ces antisémites, il y a un courant religieux qui apparaît dans le monde anglo-saxon au XVIIe siècle, parce que dans le monde protestant anglo-saxon, la Bible a été traduite, et ces chrétiens évangélistes vont théoriser l'idée que pour favoriser le retour du Christ, il faut que les Juifs retournent en Terre Sainte, chassent le mal, Armageddon, c'est-à-dire clairement les Arabes, puis se convertissent à la vraie foi, parce que ces chrétiens sionistes sont farouchement antisémites. Et visiblement, le projet juif sioniste a été très influencé par le projet chrétien sioniste. Et un des chrétiens sionistes qui va jouer un grand rôle dans l'histoire, c'est Arthur Balfour. Il a été Premier ministre en 1905 de la Grande-Bretagne. Il pond des lois antisémites contre ces juifs polonais qui viennent semer la révolution à Londres. 12 ans après, il écrit la déclaration Balfour en offrant aux sionistes un territoire que la Grande-Bretagne n'a pas encore conquis. Il n'y a pas de contradiction entre le Balfour sioniste et le Balfour antisémite. Pour ces gens-là, si je reprends une expression que j'ai puisée dans Hannah Arendt, les Juifs étaient des parias asiatiques inassimilables en Europe, c'est comme ça que les antisémites les désignaient, et s'ils partaient en Palestine, ils devenaient des colons européens en Asie. Donc c'est ça, la conquête de la Palestine va se faire avec cette idée-là, sur laquelle chrétiens sionistes et juifs sionistes étaient tout à fait d'accord. Comment définir le sionisme? Parce que c'est vraiment ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. C'est un colonialisme, et un colonialisme particulier. D'abord, l'idée coloniale est totalement hégémonique en Europe à cette époque-là. Il y a très peu de gens à gauche qui sont anticolonialistes. Il y a eu un peu l'exception de Louise Michel parmi les exilés de la Commune en Nouvelle-Calédonie, mais c'était bien rare. Et ce colonialisme-là est différent du colonialisme français ou du colonialisme britannique. Il ne vise pas à servir le peuple indigène, le peuple autochtone, et à l'exploiter. Il vise à le refouler, à l'expulser et à le remplacer. C'est un colonialisme de remplacement. Et dès le départ, les sionistes vont créer les institutions qui vont expulser le peuple palestinien de son propre pays. La Banque coloniale juive, le nom ne s'invente pas, est fondée en 1898. C'est elle qui achète des terres à des féodaux absents pour expulser les métayers présents. Le Fonds national juif, KKL, est créé en 1901. C'est lui qui plante des arbres là où il y avait des villages palestiniens. Le sionisme est aussi un nationalisme, mais un nationalisme aussi particulier. Dans toute cette époque, fin du 19e, début du 20e, sur les ruines des trois grands empires russes, austro-hongrois et ottomans, naissent toute une série de nationalismes. Ces nationalismes ont tous la même particularité. Ils prônent des États ethniquement purs. Cette idée de l'État ethniquement pur est une idée meurtrière, n'en déplaise à M. Zemmour. Et c'est l'idée que vont avoir les sionistes. Ils vont copier sur ces nationalismes-là la notion d'État ethniquement pur. Il n'est pas étonnant que tous ces nationalismes, polonais, serbes, lituaniens, que sais-je, étaient tous antisémites parce qu'il y avait une minorité juive un petit peu partout en Europe et le sionisme va copier sur eux cette notion d'État ethniquement pur. Sauf que, bien sûr, s'il y avait des régions d'Europe où la population était majoritairement polonaise ou lituanienne ou serbe, il n'y avait aucune région d'Europe où les Juifs formaient plus de 10% de la population. Et donc ce nationalisme-là, il a dû inventer le peuple, la langue et la terre. Le peuple, parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas de peuple juif, il y a des peuples juifs, mais il n'y en avait pas un. La langue, parce qu'il y avait des langues juives, mais ce n'était pas l'hébreu. Et ils vont inventer donc l'hébreu religieux qui va devenir la langue commune. Et la terre, parce que les juifs laïcs se battaient pour l'émancipation sur place, et pour les juifs religieux, il était interdit de retourner sur cette terre avant l'arrivée du Messie. C'est donc vraiment un nationalisme extrêmement particulier.
Vous ne comprenez pas ce qui se passe aujourd'hui à Gaza si vous n'avez pas cette idée de l'État ethniquement pur. Vous devez comprendre que depuis plus d'un siècle, le rêve sioniste, c'est un maximum de territoire pour un minimum d'Arabes. Et il est clair et net que ce qui est en route, ce qu'ils essaient de faire à Gaza, et j'en parlerai tout à l'heure, mais à mon avis, malgré les milliers et les milliers de morts, ils n'y arriveront pas, c'est une deuxième Nakba, c'est une deuxième catastrophe, c'est essayer d'expulser les Palestiniens, parce qu'aujourd'hui, entre Méditerranée et Jourdain, il y a 7 millions de Juifs israéliens et 7 millions de Palestiniens, et il est clair que le but du sionisme a toujours été d'avoir ils ont toujours eu une espèce d'obsession démographique, d'être majoritaires très nettement sur cette terre, ce qu'ils ne sont plus depuis la conquête de 1967. Autre question, puisque ici je suis au siège du Parti communiste, existe-t-il une gauche sioniste? C'est comme si je posais la question, existe-t-il une gauche de l'apartheid? Parce que le sionisme et l'apartheid, c'est pareil. Alors, pourquoi à l'intérieur du sionisme, il y a eu un mouvement qui a été hégémonique jusqu'en 1977 et qui s'est dit de gauche? Pour une raison simple, c'est que la conquête de la Palestine, il était impossible de conquérir ce territoire de façon individuelle, parce qu'il y avait un déséquilibre énorme entre la population palestinienne et les immigrants juifs, donc il fallait un mode de conquête collective. Et c'est le courant social-démocrate qui va devenir majoritaire à l'intérieur du sionisme dès 1920. Puisque je suppose ici que certains sont syndicalistes ou anciens syndicalistes, il crée en 1920 la Histadrut, le syndicat sioniste, dont l'article numéro 1 des statuts est la défense du travail juif. On imagine si la CGT avait comme article de ses statuts la défense du travail français, ça ne sentirait pas très bon. En 1921, ils font leur première grande action, boycotter les magasins arabes achetés juifs, donc complètement le modèle de la société séparée. Ils vont créer les kibbutz qui ont donné des tas d'illusions à des tas de gens, dont moi, parce que quand j'étais jeune et bête, j'allais travailler en kibbutz. Le kibbutz n'était pas un instrument de socialisme, c'était un instrument de conquête. Le kibbutz, c'était dans le cadre d'un socialisme ethnique qui était totalement réservé aux juifs. Si jamais un kibbutznik et une palestinienne se mettaient ensemble, ils étaient évidemment tous les deux expulsés du kibbutz. Les kibbutz ont été installés partout où il y avait beaucoup d'arabes, on ne disait pas palestiniens à l'époque, donc en Galilée, aux frontières, au nord du désert et autour de Gaza. Et ces kibbutz aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviennent dans un univers raciste et ultralibéral? Les cantines ont été privatisées, les kibbutz sont cotés en bourse, et le travail agricole a été remplacé bien souvent par la fabrique de gilets pare-balles et de munitions. Puisque je suis dans un milieu de gauche, c'est l'idée que imaginer un socialisme ethnique, c'est faire fausse route dès le début. Le socialisme, c'est pour tout le monde ou c'est pour personne, mais voilà, l'expérience israélienne dit un petit peu ce qu'il en a été. C'est la Histadrut qui va fonder la compagnie Solal Bonnet des travaux publics, celle qui a construit les colonies, la compagnie Zim des navigations qui amène ses bateaux à Fos-sur-Mer aujourd'hui, la compagnie Mekorot des eaux, celle qui pille l'eau de la Cisjordanie en bouchant les puits des Palestiniens et en revendant l'eau palestinienne aux Palestiniens 10 fois plus cher qu'aux colons. C'est la Histadrut qui va fonder les principales banques du pays, la banque Leumi, la banque Hapoalim, qui va fonder l'agence juive en 1928, dont le premier dirigeant sera Ben Gurion, et qui va fonder aussi la Haganah, l'ancêtre de Tzahal, l'ancêtre de l'armée, parce que dès que les Britanniques vont s'emparer de la Palestine, il va y avoir une milice officielle juive, on ne peut pas dire encore israélienne, qui va servir de force d'appoint britannique dans la répression contre les Palestiniens qui se soulèveront en 1929 et surtout en 1936. Sur cette gauche sioniste, il n'y a pas un seul crime contre les Palestiniens dans lequel elle n'a pas trempé. Il n'y a plus aucun débat. Alors déjà, dans les crimes, 1933, arrivée d'Hitler au pouvoir. Ben Gurion, depuis
le Yishuv, depuis l'établissement juif en Palestine, entame des négociations avec les dirigeants nazis qui vont aboutir aux accords de Havara. Havara en hébreu veut dire transfert. Ces accords vont permettre l'immigration de 60 000 juifs allemands fortunés en Palestine. Les autres pouvaient crever, il y avait quand même 700 000 juifs en Allemagne et 200 000 en Autriche. Et ces accords étaient très bizarres. Ils obligeaient les juifs allemands à laisser l'essentiel de leur fortune en Allemagne et ils obligeaient les juifs du Yishuv, donc de Palestine, à consommer allemand. Donc on trouvera des produits allemands jusqu'à la fin des accords de Havara en 1939. Et en même temps, ces accords-là brisent le boycott de l'Allemagne nazie que les juifs américains avaient décrété dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir. 1942, on est en plein génocide nazi. La résistance juive au nazisme a été essentiellement communiste ou bundiste. Les sionistes font un congrès mondial à New York, dans l'hôtel Biltmore. On pourrait s'attendre à ce que la résolution finale soit on mettra tous nos moyens pour vaincre Hitler. La résolution finale, c'est nous ferons un État juif sur l'ensemble de la Palestine. On est en 1942. Après la guerre, on aurait pu s'attendre à ce que y ait quelque chose de la part de la direction sioniste vis-à-vis des juifs qui avaient été victimes du génocide. Ils ont servi de main-d'œuvre, si j'ose dire. En 1945, il y a des centaines de milliers de juifs qui ne savent pas où aller et l'Europe se débarrasse de son crime antisémite sur le dos des Palestiniens en disant maintenant vous avez un pays, vous partez quand vous voulez. Et donc l'État d'Israël va naître non pas d'une culpabilité européenne, mais du fait que l'Europe s'est débarrassée de sa responsabilité sur le dos des Palestiniens qui n'avaient rien fait là-dedans. 1948, il n'y a plus de débat historique. Les Palestiniens l'avaient dit dès le début, l'ouverture des archives israéliennes l'a confirmé. Cette guerre de 1948 a été complètement déséquilibrée, ça a été un nettoyage ethnique prémédité. Les sionistes avaient une supériorité et en armement et en munitions et en hommes aussi, et ils vont conquérir 78% de la Palestine historique. Pour ceux qui croient en l'ONU, je sais que ça peut être nombreux ici, l'ONU va violer à plusieurs reprises le droit international en 1947-1948. Le plan de partage de 1947, c'est une forfaiture de novembre 1947. Imaginez que l'ONU vote la partition de la France. La seule partition de la France, c'était Vichy, faut s'en souvenir. Donc c'était quelque chose de totalement illégal. L'ONU donne à 35% de la population 56% du territoire. Et dans le futur État juif, il y avait 475 000 juifs et 400 000 Palestiniens. 6 mois après, la quasi-totalité des 400 000 Palestiniens qui habitaient le futur État juif donné par le plan de partage aux sionistes ont été chassés. Donc on peut dire que l'ONU est responsable de la moitié de la Nakba, de la moitié de la catastrophe de 1948. Les travaillistes vont violer le droit international de façon éhontée. Non seulement ils ont expulsé 800 000 Palestiniens en 1948, ils vont immédiatement détruire plus de 500 villages, effacer les traces de ces villes et de ces villages, changer les noms des rivières, changer les noms des montagnes. Ils vont déclarer la loi des présents absents qui les autorise à confisquer les terres de tous ceux qu'ils ont chassés. Donc avant la guerre de 1948, il y avait 8% de la terre pour les Juifs. Après la guerre de 1948, il y en a 92%. Le tour était joué, il suffisait de conquérir le territoire et d'expulser la population. Plus tard, 1956, c'est encore les travaillistes au pouvoir avec Moshe Dayan qui participent à l'attaque impérialiste avec la France et l'Angleterre contre l'Égypte de Nasser qui avait eu l'outrecuidance de nationaliser le canal de Suez. 1967, il n'y a plus non plus de débat historique. La conquête de la Cisjordanie, de Gaza, de Jérusalem-Est, du Golan et du Sinaï était prévue depuis très longtemps. Elle sera réglée en 6 jours. Il y avait un déséquilibre total des forces entre les deux. Et ce sont les travaillistes, et pas l'extrême droite, qui vont commencer la colonisation. Dès 1967, ils décuplent la superficie de Jérusalem. Donc maintenant, le Grand Jérusalem coupe la Cisjordanie en deux, entre Ramallah au nord et Bethléem au sud. Et ils vont chasser
expulsé plus de 6000 Palestiniens de la vieille ville autour du mur des Lamentations. Et c'est eux qui installent les premières colonies dans la vallée du Jourdain, à Beit Omar et un peu plus tard à Hébron. C'est même pas l'extrême droite qui va faire ça. Plus tard, il y aura des travaillistes dans des gouvernements de coalition parce qu'ils vont perdre le pouvoir en 77, mais rien n'a changé. C'est un ministre travailliste, Fouad Ben Elisser, secrétaire général du Parti travailliste, qui va entamer la construction du mur qui balafre la Cisjordanie. C'est un autre travailliste, Amir Peretz, qui était aussi un syndicaliste, qui sera ministre de la Défense au moment de l'invasion du Liban en 2006. Je parlerai un petit peu après de Rabin, mais vous verrez qu'il est un petit peu dans le même genre. Donc c'est ce courant-là du sionisme qui n'était pas religieux. On prête à Ben Gurion la phrase « Dieu n'existe pas, mais il a donné cette terre au peuple juif ». C'est un courant violemment colonialiste, violemment militariste et coupable de très nombreux crimes contre les Palestiniens. On a exhumé les crimes de la guerre de 48. Sider Yassine a été essentiellement fait par les milices d'extrême droite. Un massacre comme celui de Tantoura, sur lequel il y a eu tout un film qui a été sorti. C'est la brigade Alexandroni qui est sous les ordres de Yitzhak Rabin. C'est donc entièrement cela. Et la droite sioniste. La droite sioniste, c'est même pas une droite, ce sont des fascistes dès le départ. Il y a, en 1920, il y a une scission dans le mouvement sioniste. Vladimir Jabotinsky, qui est un juif d'Odessa, crée un courant qui s'appelle de lui-même le courant révisionniste. Et ce courant révisionniste, dès le début, va être admirateur des régimes autoritaires. Déjà, Vladimir Jabotinsky a collaboré pendant la guerre civile russe à Petchoura, éphémère dirigeant indépendantiste de l'Ukraine, dont les milices avaient massacré 60 000 juifs. Ce courant révisionniste, dès les années 30, il passe au terrorisme. L'Irgun de Menachem Begin est fondé en 1931. Le groupe Stern, ou Lehi, qui est une scission de l'Irgun, sera fondé en 1939. Dès ces années-là, ces mouvements vont multiplier les assassinats, essentiellement contre la population civile palestinienne, mais aussi contre des dirigeants travaillistes. Ils vont assassiner Haïm Arlozorov en 1932. Et ce courant-là était un admirateur, j'ai dit, des régimes autoritaires, notamment de l'Italie fasciste. La radio des révisionnistes était à Civitavecchia, en Italie fasciste, et la milice de sinistre réputation que Jabotinsky avait fondée, qui existe toujours, le Bétard, s'entraînait en Italie fasciste dans les années 1935-1940. Quand vous savez que le dirigeant du CRIF, avant l'actuel Arfi, c'était François Khalifa, et que c'est un ancien du Bétard, la boucle est bouclée. Le CRIF a été dirigé pendant de nombreuses années par un ancien d'une milice qui s'entraînait en Italie fasciste dans les années 30. Quand je vous dis que ces gens-là n'ont pas le moindre droit de parler de l'antisémitisme, c'est un exemple. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Irgun va arrêter, il avait déclaré la guerre à l'Angleterre en 1939 parce que l'Angleterre avait arrêté l'immigration juive. L'Irgun fait une trêve parce que la France a été envahie par l'Allemagne, mais le groupe Stern, ou Lehi, dirigé par un futur Premier ministre, Yitzhak Shamir, va tuer des soldats anglais pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Et donc voilà, Israël a été dirigé pendant 7 ans par quelqu'un qui n'était pas seulement un fasciste, mais qui était un collabo, parce que moi, fils de résistant, je m'autorise à dire que quelqu'un qui tue des soldats anglais en 42, 43, 44, j'appelle ça un collabo. Cette extrême droite va être relativement marginalisée au moment de la création de l'État d'Israël. Aux premières élections de 1948, la gauche sioniste a 55-60% des voix et l'extrême droite, elle est réduite à 15-20%. Et pourtant, 30 ans après, ils se retrouvent au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour paraphraser Jean-Marie Le Pen, les électeurs israéliens ont préféré l'original à la copie. C'est-à-dire que petit à petit, l'extrême droite a pris la majorité dans tous les secteurs de la société israélienne et c'est la colonisation qui lui a permis de devenir majoritaire.
Alors, elle est devenue majoritaire assez nettement et assez facilement chez les colons, on le comprend bien. Elle a profité du fait que chez les religieux, qui pendant très longtemps avaient été non territorialistes, la conquête de 67 provoque une espèce d'élan messianique perverti, et la petite branche de la religion juive, c'est les disciples du rabbin Kook, ceux qui étaient colonialistes, ceux qui disaient Dieu a donné cette terre au peuple juif, ils le prenaient au premier degré, donc ceux qui étaient intégristes, deviennent majoritaires chez les religieux à partir de 1967. C'est évidemment l'extrême droite qui va en profiter. Elle va être majoritaire chez les colons, majoritaire chez les religieux. Elle va devenir majoritaire dans l'armée, mais l'armée initialement, c'était pas du tout des religieux, c'était Dayan, c'était Rabin, c'était Yigal Allon, et maintenant ça va devenir plus tard des fascistes comme Ariel Sharon, Raphaël Eitan, Rehav Amsi, Kochavi et bien d'autres. Elle va devenir majoritaire chez les séfarades et les misrahim, les juifs venus du monde arabe, qui ont été très discriminés en Israël, qui ont été victimes d'un racisme interne extrêmement fort à l'intérieur de la société juive israélienne, et qui vont se venger de l'establishment assimilé aux travaillistes en votant pour l'extrême droite. Mais là encore, Israël n'est pas le seul pays où les dominés, les stigmatisés votent à l'extrême droite. Le cas de la France, bien sûr, on peut y penser au cas des États-Unis. Malheureusement, c'est quelque chose de relativement fréquent. Et l'extrême droite va également devenir majoritaire chez les Russes, qui avaient quitté un pays à la dérive, dont on a fait des colons, et qui sont devenus, comme colons, des gens d'extrême droite. Là aussi, celui qui va faire passer les Russes à l'extrême droite, c'est un ancien dissident soviétique, c'est Anatoly Shkaransky, qui va passer directement du goulag aux colonies. Ça aussi, c'est quelque chose que l'histoire pourrait méditer, comment des choses pareilles ont pu se passer. Dans cet univers que j'ai décrit, je vais parler de Rabin et des accords d'Oslo. D'abord, Rabin, il faut connaître son passé. 1948, il y a pas mal de crimes de guerre qui sont faits par lui, dont le massacre de Tantoura, dont l'évacuation de 7000 Palestiniens de la ville de Ramleh. Plus tard, tous les 30 mars, on fête la journée de la Terre pour célébrer l'insurrection. C'est dangereux, hein? On va faire sans micro, j'ai l'impression. Je vais parler fort. Est-ce que vous m'entendez là? Non. Donc Rabin, il avait fait 1948 des crimes de guerre. En 1976, déjà en 1967, c'est lui aussi qui a fait une conquête de la Cisjordanie où il y a eu pas mal de crimes qui ont été commis. En 1976, quand on fête la journée de la Terre, c'est l'insurrection, la grève générale des paysans palestiniens de la Galilée contre le vol de leurs terres décidé par un gouvernement travailliste. Et c'est Rabin qui est à la manœuvre. Il y aura 6 morts et une centaine de blessés. Mais plus tard, 86, l'attaque contre le siège de l'OLP à Tunis, c'est Rabin. Ils vont tuer le numéro 2 et le numéro 3 de l'OLP. Ils vont épargner curieusement le numéro 4, qui était Mahmoud Abbas. Et donc c'est Rabin qui était à la manœuvre. 1987, la première intifada, c'est Rabin qui est chef d'état-major. Il a cette phrase célèbre, brisez-leur les jambes et les os. Et il y aura quand même un peu plus de 1000 morts dans la répression de la première intifada. Et on arrive à Oslo. Alors est-ce que Oslo, c'était brusquement cet homme de guerre qui s'était converti au Pacifique? Écoutez, à Oslo, il n'y a qu'une seule chose qui a été signée. C'est ce qu'on appelle la coopération sécuritaire, c'est-à-dire l'obligation pour l'occupé d'assurer la sécurité de l'occupant. Et donc ce qui se passe aujourd'hui avec l'autorité palestinienne, qui sert toujours d'aide à l'armée d'occupation, c'était dans les accords d'Oslo. C'est la seule chose qui a été signée. À Oslo, on a discuté d'État palestinien, on n'a rien signé. On a discuté des prisonniers à libérer, on n'a rien signé. On a discuté des colonies, on n'a rien signé. On a discuté du retour des réfugiés, qui est sûrement la question centrale côté palestinien, et on n'a rien signé.
Donc Oslo a été quelque part une gigantesque supercherie. Il y avait 160 000 colons avant Oslo, il y en a maintenant 900 000. C'est quelque chose qui a permis au rouleau compresseur colonial de se déployer. Avant de parler des problèmes, un État, deux États et tout, je vais parler de Gaza. Donc Gaza, je vous ai dit, ça va, je suis dans les temps. Gaza, j'ai été en 2013-2016. D'abord, première chose qu'il faut comprendre à Gaza, 75% de la population de Gaza, c'est des réfugiés. Qui sont venus, et leurs descendants, qui sont venus de tout le sud de ce qu'est aujourd'hui Israël, en gros entre Jaffa, où il y a eu 70 000 expulsés, Ashkelon, Beersheba et d'autres villes du sud de ce qu'est aujourd'hui Israël. Quand vous interrogez un Gazaoui, quand il se présente, il ne va jamais vous dire « je suis du camp de Canyonis », il va vous dire « je suis de Sarafan, je suis de Barbara », il va citer le nom du village d'où il vient. 72% de la population de Gaza ont la carte de l'UNRWA. Donc on comprend bien que quand, emboîtant le pas à un génocidaire appelé Netanyahou, M. Macron décide, il est revenu sur sa décision depuis de couper les vivres à l'UNRWA, l'UNRWA fait vivre, pour ceux qui dépendent de l'UNRWA, donc 72% de la population, l'éducation, la santé, l'alimentation. C'est-à-dire que c'est la décision d'affamer évidemment la population gazaoui. Gaza, c'est une population extrêmement éduquée, et toute la Palestine. Il y a à Gaza 1% d'illettrés, contre 35% dans l'Égypte voisine. L'école, qu'on soit à l'UNRWA ou qu'on dépende du gouvernement, l'école est gratuite en gros du CP au bac, mais elle est chère, très chère à l'université, et il n'y a rien avant le CP. Avant, pour tout ce qui est préscolaire et périscolaire, il y a un fourmillement d'associations, essentiellement féminines, mais pas que, qui organisent le préscolaire et le périscolaire à Gaza. Gaza, c'est une société où il y a une prise en charge des gens qui fait partie de la culture. Par exemple, quand j'y suis, il n'y a pas de mendiants. Les jeunes qui sont orphelins, les gens qui n'ont plus rien, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur famille, ils sont adoptés par un groupe. Et c'est quelque chose qui est systématique et qui fait partie de leur façon de vivre. Après le bac, l'université, c'est cher, mais les familles se saignent pour pousser leurs enfants à l'université. Quand j'y étais, donc en 2016, il y avait 100 000 étudiants dans 6 universités, 21 000 diplômés chaque année. J'ai visité 3 universités pour regarder quel était le programme, au moins en maths, parce que là j'y connaissais. C'est comparable à la France, c'est pas du tout des universités sous-dotées et tout. Et l'essentiel de cette population diplômée se retrouve au chômage. Mais à Gaza, il y a ce truc qu'on ne peut pas laisser la société s'écrouler. Comme l'occupant, en dehors des massacres innommables qu'il a fait, a beaucoup diffamé l'hôpital Al-Shifa avant de le détruire complètement, je vous raconte, moi, mon séjour à l'hôpital Al-Shifa, on est reçu par une psychologue qui est la seule psychologue diplômée, non salariée de l'hôpital. Elle ne peut pas faire parce qu'il y a des milliers de soignants et des dizaines de milliers de malades. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend sa page Facebook et elle dit « je voudrais des psychologues diplômés ». Elle a 100 réponses, elle ne peut pas prendre les 100. Donc elle leur fait passer un examen écrit et oral. Elle prend les 26 meilleurs, 23 femmes et 3 hommes, ce qui dit aussi des choses sur la scolarisation et les résultats scolaires ou universitaires. Donc des gens qui ont 5 ans d'études. Et je leur demande, mais vous venez travailler gratuitement, vous payez tous les jours votre taxi collectif, vous avez des superbes uniformes que vous avez payés vous-même, pourquoi vous faites ça? Et la réponse, c'est premièrement, on a 5 ans d'études, on a des connaissances, des compétences, on ne peut pas laisser notre société s'écrouler. Deuxièmement, un jour le blocus s'arrêtera, on aura eu de l'expérience, on aura du travail. C'est ça Gaza. Gaza, c'est un ambulancier qui lui a un salaire et qui va gratuitement faire des conférences dans les quartiers les plus déshérités pour expliquer aux jeunes mamans et aux jeunes papas qu'est-ce qu'il faut faire quand il y aura des bombardements, quand il y a des gens qui saignent, quand il y a des blessés. Et les gens l'écoutent parce qu'ils savent qu'il y aura d'autres bombardements.
Gaza, c'est pas du tout l'image qu'on donne d'une dictature islamiste où les gens sont en garde à vous, où les gens sont prêts à tuer jusqu'au dernier Israélien vivant. Non, c'est une société incroyablement pluraliste. Vous rentrez dans un taxi, c'est tout de suite vive le Hamas, abat le Hamas, c'est des corrompus, ça discute librement. Nous avons, en tant qu'Union juive française pour la paix, rencontré la direction politique de tous les partis à Gaza. Le Hamas, on a rencontré le dirigeant du groupe parlementaire, le djihad islamique, ce qui est beaucoup plus difficile. Le Fatah, on a rencontré 2 dirigeants du Fatah, ils ne sont pas clandestins du tout. Le FPLP, donc la gauche marxiste, le FDLP, l'initiative palestinienne, l'Union démocratique palestinienne, le Parti communiste, le PPP. On les a tous rencontrés, tous nous ont librement dit ce qu'ils pensaient. En gros, les partis de gauche ou le Fatah ont dit pique-pendre du Hamas, le Hamas a dit pique-pendre du Fatah. Le djihad islamique, c'est autre chose, mais c'est certainement extrêmement intéressant. Mais voilà, les gens discutent librement, il n'y a aucune peur. C'est une société qui est vivante, et c'est donc ça que les Israéliens essaient d'anéantir. Nous, depuis 2016, on travaillait, si vous allez sur notre site, avec les paysans du sud-est de la bande de Gaza. Quand on était allé là-bas, il y avait, c'est Gaza aussi, 5 à 6 heures d'électricité par jour et 97% de l'eau qui est inconsommable. Elle n'est pas inconsommable par manque de chance, elle est inconsommable parce que les Israéliens, au mépris de la loi internationale, pompent comme des malades sur la nappe phréatique. Il y a 150 puits le long de la fameuse barrière qui a été enfoncée le 7 octobre. Et donc la nature ayant horreur du vide, la nappe phréatique est envahie par l'eau de mer. Quand vous vous douchez ou quand vous vous lavez les dents, vous voyez que c'est de l'eau salée. Et donc les paysans d'un des seuls coins où en allant à 150 mètres de profondeur, l'eau est encore valable, ils étaient en train de perdre leur récolte de melons. Il leur fallait de l'électricité pour tirer la nappe phréatique. Le Hamas a dit on ne fait pas d'exception, ce sera toujours 5 heures par jour, et ils ont perdu leur récolte. On s'est lancé dans une forme de solidarité. Là aussi, il y a des tas de solidarités qui peuvent être colonialistes. Nous, on s'est méfié dès le départ. Donc ce qu'on a choisi, c'est que c'était les paysans qui choisissaient leurs besoins, et c'est nous qui nous démerdions pour lever les fonds et pour les envoyer. En très peu de temps, ils ont construit fin 2016 un château d'eau de 17 mètres de haut. Ils ont écrit en énorme UJFP dessus, Union juive française pour la paix. Le château d'eau a été détruit par les Israéliens le 7 février dernier. UJFP en a pondu un communiqué, la destruction du château d'eau de Rouza, un acte antisémite. Ils ont construit des canalisations qui ont permis que plus d'une centaine de fermes soient raccordées au château d'eau. Ils ont construit une maison des paysans parce qu'ils ne voulaient pas dépendre des partis politiques. Donc il y avait de toute façon dans les familles à Gaza, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a un enfant qui est au Hamas, un autre qui est au djihad, un troisième qui est au Fatah, un quatrième qui est au FPLP, et eux les paysans, ils voulaient dépendre de personne. Donc ils ont appelé leur maison des paysans UJFP Headquarters, quartier général UJFP, et les ministres du Hamas, quand ils voulaient discuter avec les paysans, ils venaient au quartier général UJFP. Avec l'aide d'une association française musulmane qui aujourd'hui est quasiment interdite par Darmanin, dans une situation très grave, c'est humanitaire. C'est l'association qui a succédé au comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens. Voilà, c'est le château d'eau que vous voyez, d'accord. On a pu construire, c'était beaucoup plus cher, une pépinière solidaire et qui permettait, parce qu'elle a été détruite bien sûr, de passer des plants aux semences et de permettre aux paysans d'échapper à toute la mafia qui vendait des semences, plutôt des semences aux plants, à toutes les mafias qui vendaient des semences avariées. La veille de la guerre qui démarre le 7 octobre, plus de 1000 fermes étaient rattachées à cette pépinière solidaire. Quand il faudra reconstruire, on essaiera de faire ça, mais sachez quand même qu'ils empoisonnent leurs terres avec des pesticides, parce que voilà, quand les ravageurs arrivent, ils essaient de faire quelque chose et c'est pas ce qu'il faut. On était en train de réfléchir avec eux, la veille du 7 octobre, au moyen de passer doucement à l'agriculture, à l'agroécologie, pour éviter justement les épandages de pesticides. Donc Gaza, c'est ça.
C'est pas du tout ce qu'il en a été dit. Je vais terminer, comme ça j'aurai fini dans les temps. Je vais vous parler un tout petit peu du 7 octobre et de comment en sortir. Le 7 octobre, je vais reprendre les mots le narratif israélien est faux. Ils ont d'abord dit 1400 morts, c'est pas vrai. C'est descendu à 1200. Jean-Pierre Filiu, dans une conférence à laquelle j'ai assisté, disait 889. Le journal Haaretz disait 697. Bon. Combien parmi les morts, il y a eu des enfants de tués, donc c'est crime de guerre incontestable. Combien de morts ont été tués par les troupes israéliennes, on ne sait pas, mais il y en a eu. Combien étaient des gardes armés, parce que ça différencie dans la responsabilité si c'est quelqu'un d'armé ou de pas armé, on ne sait pas non plus. Ce que je peux dire, c'est que le discours israélien était faux. Les bébés éventrés, les cadavres, tout ça, ça continue à circuler sur les réseaux sociaux sionistes. Tout ça, c'est de l'invention pure et simple. Moi, je m'en tiens à ce qu'a dit Amnesty International, crime de guerre. Nous, à l'UJFP, nous ne prenons pas le terme terrorisme. Le terme terrorisme fait partie du droit français et du droit européen. Il n'est pas reconnu dans le droit international. Le droit international reconnaît les termes crime de guerre, crime contre l'humanité, apartheid, génocide. Israël coche les 4 cases. Il y a eu probablement de la part du Hamas crime de guerre le 7 octobre. Je reprendrai l'image qu'a donnée Michel Warshawski, qui est un anticolonialiste israélien. Il a parlé de cocotte minute qui a explosé. Je reprendrai les mots de Nourit Peled, qui est une israélienne, une grande anticolonialiste. Il y a 30 ans, Nourit a perdu sa fille, Smadar, dans un attentat du Hamas à Jérusalem. Netanyahou lui avait envoyé des condoléances et elle a répondu à Netanyahou: tu es un monstre, tu obliges nos enfants à être assassins ou à être assassinés, c'est toi le responsable. Et nos amis anticolonialistes israéliens ou états-uniens, ils disent oui, nous avons des amis parmi les gens qui sont morts le 7 octobre ou qui ont été enlevés, mais la responsabilité est entièrement au régime suprémaciste, raciste et fasciste d'Israël. Et si j'ai une comparaison à faire pour le 7 octobre, je comparerai le 7 octobre 2023 au 1er novembre 1954 en Algérie, où le premier jour de l'insurrection, le FLN va tuer des instituteurs, des pharmaciens, des docteurs de la population civile française. Ça veut dire quelque part que dans une situation coloniale, un jour ou l'autre, la population civile de l'État colonisateur paie aussi pour ce que le régime colonisateur inflige aux colonisés. C'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir. Mais en tout cas, l'idée, le Hamas a attaqué le 7 octobre, est une idée totalement stupide. La Palestine est agressée depuis 76 ans, où 80% de sa population a été expulsée de son propre pays. Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem sont occupées depuis 57 ans. Gaza est bouclée par terre, par mer et par air depuis 17 ans. Donc la cocotte minute devait exploser et elle a explosé. Je précise que le 7 octobre, on était au Caire avec une délégation de 7 Français, dont un député. On avait pour la première fois depuis 2014 obtenu que la France dépose auprès des autorités égyptiennes la demande que nous rentrions à Gaza par Rafah. Et puis on a attendu l'autorisation égyptienne et la guerre a éclaté. Dans l'hôtel où nous étions au Caire, qui était un hôtel rempli de Gazaouis, la réaction immédiate, en dehors de l'explosion de joie, on ne savait pas encore les morts et tout, ça a été « nos prisonniers vont rentrer ». Il faut que vous compreniez qu'en Palestine, il y a eu 900 000 personnes qui sont allées en prison depuis 1967, que tous les partis politiques sont touchés. Il y a bien sûr Marwan Barghouti du Fatah, mais il y a Ahmed Sadat du FPLP, il y a toute la direction, ceux qui n'ont pas été assassinés du Hamas ou du djihad islamique. Et donc, et puis il y avait 5200 prisonniers le 7 octobre, on en est à 12 000 maintenant. Ils ont arrêté des tas de gens, ils torturent. Un prisonnier, Walid Aka, est mort il y a 3 jours, il était en prison depuis 38 ans. Il n'y a que la France avec Georges Abdallah qui arrive à battre ce record. D'accord ? Donc c'est ça la situation. Et le réflexe immédiat des Gazaouis, ça a été pour Gilad Shalit, on en a eu 1000 de libérés. Là, on en a chopé 150, on va avoir tous nos prisonniers qui vont rentrer à la maison. C'était ça quand même l'idée.
Et donc, quand on parle d'otages, en oubliant ce qu'est l'emprisonnement en Palestine, qui est une institution, le fait qu'on arrête des enfants, le fait que la torture a été légalisée, le fait qu'il y a des femmes qui sont emprisonnées, etc., pour moi, c'est relativement indécent, quoi. Un homme, c'est un homme, enfin, un être humain, c'est un être humain, et le fait de surévaluer des Israéliens par rapport à des Palestiniens, de la part de contrées occidentales qui se disent civilisées, c'est quelque chose qui paraît insupportable. Pour terminer, comment on peut sortir de cette affaire-là? Donc je vais choquer ceux qui m'ont invité en disant que la solution à deux États n'est ni possible ni souhaitable. Elle n'est pas possible parce que quand vous allez là-bas, dès que vous avez franchi ce qu'on appelle la ligne verte, qui était la frontière internationalement reconnue, la frontière d'avant 67, la première question que vous devez vous poser, c'est elle est où la Palestine? Puisque ce que vous voyez partout, c'est un encerclement. Il y a en Cisjordanie, Jérusalem non compris, il y a 2 400 000 Palestiniens et 500 000 colons. Mais partout, vous voyez que c'est les 2 400 000 Palestiniens qui sont encerclés par les 500 000 colons, que le mur est partout, que les colonies sont partout, et qu'en tout cas les colonies ont piqué l'essentiel de l'eau, qui a les routes de contournement. Et j'avais rencontré l'ancien maire de Bethléem, FPLP, dont je connaissais la position pour un seul État laïque et démocratique. Je l'interroge là-dessus, on était en 2007. Il me dit, on n'est pas des extrémistes, si le Fatah arrive à avoir un État palestinien sur 22% de la Palestine historique, on le prendra comme première étape. Et il ouvre de façon très théâtrale la fenêtre de la mairie de Bethléem. Il y a la colonie de Haroma qui arrive à 200 mètres. C'était une très belle forêt entre Bethléem et Jérusalem. C'est maintenant une ville de 40 000 habitants. Et il me dit, mais l'État palestinien, vous le mettez où? Donc le monde diplomatique avait publié une carte de l'archipel palestinien. C'est plus un archipel, c'est un confetti maintenant. Donc là, en plus, je vais dire, dans deux États, même sur les 22%, qu'est-ce qu'on fait des colons? Parce que autant évacuer 7000 colons de Gaza, ce que Sharon a fait, c'était faisable. Évacuer 900 000 colons de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie, c'est une autre paire de manches. Donc qu'est-ce qu'on fait de cela? Et quel est le rapport de force pour y arriver? Donc voilà, on comprend bien que cette solution, en plus, même si c'était 22%, comment faire? Il y a autant de Palestiniens que de Juifs israéliens entre mer et Jourdain. Pourquoi on donnerait un État juif de 78% aux uns et 22% aux autres, alors que numériquement, c'est pareil. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas souhaitable? Parce que je vous ai dit au départ, le sionisme est né d'une théorie de la séparation. La séparation a mené au fascisme, au colonialisme. Et si vous maintenez la séparation, vous maintenez le fascisme. Et je dis ça pour la France aussi. Hein. C'est-à-dire que si on construit en France une société de la séparation, on aura le fascisme. C'est obligatoire. Donc cette idée que le vivre ensemble dans l'égalité des droits, c'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue, elle se pose chez nous, mais elle se pose encore plus, évidemment, là-bas. Un seul État laïque et démocratique, c'était la position historique de l'OLP, jusqu'en 1988. Aujourd'hui, il n'y a pas le début d'un rapport de force pour arriver à ça. Et même quand j'interrogeais des membres du FPLP à Gaza, ils en parlaient un petit peu comme d'une utopie, mais ils voyaient bien qu'il n'y avait pas le rapport de force. Et pourtant, il a existé dans le monde juif, avant la création de l'État d'Israël, un très important courant binationaliste. En 1944, on est en plein génocide nazi, le philosophe juif allemand Martin Buber se présente contre la liste sioniste aux élections internes au Yishuv. Il obtient 45% des voix pour un État binational. Ça veut dire que 4 ans avant la Nakba, l'expulsion des Palestiniens, près d'un Israélien sur 2 n'était pas pour foutre dehors les Palestiniens. Mais le sionisme avait décidé de les foutre dehors depuis un demi-siècle. Vous ne devez jamais confondre l'idéologie et les gens. C'est cette notion. Ça ressemble beaucoup à l'Algérie. Hein. Tous les pieds noirs, et encore plus tous les juifs qui, eux, n'étaient pas des colons, qui étaient des autochtones, n'étaient pas pour mener la guerre à outrance jusqu'à l'écrasement du FLN. Et un certain nombre auraient certainement accepté l'indépendance en négociant leur maintien. Sauf que ce qui a été audible et la seule voix qu'on a entendue,
ça a été celle de l'OAS, et le résultat, c'est que les pieds noirs et les juifs sont, dans leur très grande majorité, partis. En Israël, on a l'OAS au pouvoir. Il faut être bien clair sur cette question-là. Alors, quelle est, nous, notre position à l'Union juive française pour la paix? On dit, les Palestiniens demandent une seule chose, que le droit international leur soit appliqué. Je vous ai dit, le droit international, ce n'est pas l'ONU. L'ONU l'a violé à plusieurs reprises en 47-48. Que dit le droit international et qui s'appliquerait aux Palestiniens? 1. La liberté. La liberté, ça veut dire fin de l'occupation, fin de la colonisation, libération des prisonniers, destruction du mur, fin du blocus de Gaza. 2. L'égalité des droits pour tous les habitants de la région, quelle que soit leur origine, leur identité réelle ou supposée, leur religion ou leur non-religion. C'est-à-dire qu'on s'oppose frontalement à ce qui est à la base de l'État d'Israël, un État juif. Et troisièmement, la justice, le crime fondateur ayant été l'expulsion de la grande majorité des Palestiniens de leur propre pays, c'est le droit au retour des réfugiés. Et on y ajoute, parce que c'est d'actualité avec le génocide en cours, on y ajoute bien sûr le jugement des criminels de guerre, en sachant qu'aujourd'hui, la plupart des dirigeants israéliens ont ouvertement appelé au meurtre des femmes et des enfants. Donc quand le droit international sera accepté comme base du futur, les négociateurs verront quelle est la forme étatique que cela prendra. Dites-vous bien que si on accepte ça, la séparation n'aura pas lieu, parce que tous les réfugiés ne rentreront pas. Les réfugiés, de toute façon, ceux qui rentreront, ils ne vont pas rentrer à Gaza où ils sont déjà 75%, ou en Cisjordanie où ils sont 35%. On peut estimer que les réfugiés, principalement ceux du Liban, de Syrie et de Gaza, rentreront en grand nombre dans ce qu'était l'Israël d'avant 67. Si vous avez 900 000 colons dans les territoires occupés, et en plus des 2 millions de Palestiniens d'Israël, 2 millions qui arrivent dans le cadre du retour des réfugiés, franchement, quel est l'intérêt de se séparer? Et quel est l'intérêt de faire 2 États? En tout cas, maintenir l'État juif, c'est une aberration. Je le dis comme juif, les juifs ont vécu depuis 2000 ans au milieu des autres, et l'État juif, il a conduit à une catastrophe comme tous les États ethniques. Voilà, je termine en disant, défendre la Palestine, c'est pas un supplément d'âme, c'est défendre nos droits. Israël est devenu aujourd'hui, si Israël est tellement soutenu par les grands de ce monde, c'est pas par culpabilité sur le génocide des Juifs, c'est parce qu'Israël est devenu le laboratoire des technologies de pointe, de la répression, de la reconquête coloniale. Et c'est pour ça, évidemment, que tous les grands de ce monde, y compris les grands du monde arabe, se reconnaissent dans Israël. Et donc, lutter pour les droits du peuple palestinien, c'est lutter contre ce type de domination, c'est lutter contre ce type de répression, c'est faire tout ce qu'on peut pour que le droit international ne meure pas, parce que c'est clair que Netanyahou et ses assassins autour sont en train aussi de tuer le droit international et de nous faire revenir à la loi de la jungle. Et pour moi, soutenir les Palestiniens et s'opposer à la noyade des migrants en Méditerranée, c'est la même chose. On refuse un monde qui aujourd'hui est en train de nous mener à la catastrophe. Et ce qui se passe en Palestine, c'est totalement central dans la résistance que nous devons toutes et tous avoir.